En quelques mots, en fait, Algerian Business Club, cette initiative, en fait, euh, moi, je l'ai créée en fait suite à mon post sur LinkedIn. Je me suis dit que voilà, en fait, moi, je suis rentré il y a 3 ans en Algérie. Il y a forcément en fait des gens qui sont comme moi, qui sont rentrés en Algérie et qui sont restés en fait un peu isolés dans leur coin et qui galèrent pour s'installer, pour créer leur boîte, etc. Suite à la création, la publication de ce post, donc j'ai eu pas mal d'interactions. Donc, j'étais même étonné. En fait, il y avait à peu près 250 000 interactions. Et donc, suite à ça, en fait, je me suis décidé de créer en fait un groupe qui permet, dans un premier temps, de faire l'échange avec ces personnes-là qui issues de la diaspora et voir en fait leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent en fait, leurs craintes, leurs peurs, leurs ambitions en fait, parce que je sais que chacun de nous en fait il a un seul rêve dans sa tête, c'est de rentrer en Algérie, s'installer et d'y investir. Et maintenant un mois qu'on l'a créé, il y a pas mal d'échanges, il y a beaucoup d'échanges. Donc on essaie en fait de formaliser un petit peu pour rendre ce collectif, en fait, cette communauté un peu professionnelle, pour justement arriver en fait à une organisation qui peut vraiment en fait avoir un impact en Algérie et qui peut aider en fait les euh, les Algériens issus de la diaspora, de les encourager à venir s'installer et investir. Donc voilà, je ne sais pas si Fauzi, un membre du groupe, a quelques mots par rapport à ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose que, donc, juste pour ajouter quelques points à l'introduction d'Ahmed, effectivement, on s'était dit quand même qu'il y avait des choses à faire, que les choses n'étaient pas forcément aussi dures qu'on l'imaginait, qu'il fallait faire un peu de pédagogie et que ça serait bien justement de fédérer un peu une communauté autour de ça. Bien sûr, ça s'adresse à la diaspora en priorité. Après, il y a des membres de la diaspora qui sont déjà installés, qui peuvent se poser des questions, qui peuvent avoir besoin d'aide, qui sont déjà là. L'idée aussi, c'est de créer un réseau autour d'eux pour s'entraider. Et puis pareil, on n'est pas non plus fermé à des étrangers qui souhaiteraient investir en Algérie et s'y installer. Donc c'est pour ça que notre groupe, on va dire, est en train d'évoluer pour pouvoir, on va dire, fédérer toutes les énergies positives qui veuillent bien s'installer ou travailler ou investir en Algérie. Voilà, voilà. Donc, Très bien, Fauzi, merci beaucoup. Abdelkader, je ne sais pas si tu es là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. Merci à toi, Ahmed, d'avoir pris l'initiative de ce webinaire parce qu'effectivement, en début de présentation, que ça peut aider beaucoup de personnes qui veulent aller en Algérie de se mettre en réseau comme ça pour échanger. Et donc, je m'appelle Raz Abdelkader, j'ai 44 ans, je suis marié avec 2 enfants, fille garçon, donc 9 et 5 ans. Donc j'ai un parcours un peu particulier parce qu'effectivement je suis né en France, je suis né en région parisienne, du côté du 60. Et donc vous me recevez bien, c'est bon pour le son et l'image? Je vérifie. Oui, 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 c'est bon. Très bien, ok. Donc je suis né en France, en région parisienne, et donc j'ai fait des études normalement jusqu'au baccalauréat. J'ai fait un bac professionnel. Et la particularité de mes études, si vous voulez, j'ai fait de l'alternance, hein, pour bien comprendre. J'ai fait un BEP en alternance à Paris, dans une école d'électricité bâtiment, et j'ai fait une de technicien de maintenance en alternance également. Là, j'étais sur Seine-et-Marne et pendant 2 ans également. Donc, de l'âge de 20 ans, j'étais en alternance comme ça pour être un technicien, de maintenance. Et j'ai intégré l'usine de Plate, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Il y a l'usine Saint-Gobain aujourd'hui, a changé plusieurs fois de nom, dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 années en tant que technicien de maintenance sur machine.
et jusqu'à l'âge de 22 ans, presque 23 ans, où j'ai commencé à m'intéresser à voir un peu autre chose. Et il s'est passé quelque chose d'important, justement, c'est pour ça que je voulais revenir déjà à cette période-là dans ma vie, parce qu'effectivement, et je l'ai compris beaucoup plus tard, parce que à ce moment-là, on est un peu jeune, c'est au niveau de l'environnement. J'avais envie de changer, mais je savais pas quoi. Et en fin de compte, à force, au fil des années, j'ai compris pourquoi. J'avais envie de changer d'environnement, en fait. Parce que d'un point de vue familial, j'avais 22 ans. Moi, j'ai toute ma famille qui est en France, qui est installée en France depuis des années. On avait plus grand monde dans le pays à ce moment-là. J'avais que ma tante qui était proche. Mais sinon, tout le reste, mes grands-parents, mes oncles et mes tantes, tout en France. Et donc, l'Algérie était un peu loin dans ma tête, même si mon père qui avait construit la maison depuis 85. Quand il m'a vu partir comme ça en 1990, donc c'est en 99, pour comprendre, pour situer un petit peu le parcours, c'est en 1999 que j'ai commencé à vouloir changer d'environnement, parce que j'avais au moins un niveau scolaire suffisant et je savais pas trop ce que j'étais capable professionnellement encore, mais j'avais surtout l'ambition de vouloir changer de mon environnement et je savais pas trop comment faire. Et mon père à ce moment-là, il voulait absolument que je parte si je le voulais, et pas trop loin non plus. Il m'a proposé l'Algérie à ce moment-là déjà. Moi, j'avais pas du tout d'ambition algérienne à ce moment-là, et j'ai décidé un tout autre parcours. Et le parcours, il m'a emmené à 20 000 kilomètres de là, en Polynésie française, dans lequel j'ai fait ma propre aventure seul, avec à l'époque. Je suis parti quand même avec un ami. On a eu l'occasion de construire des petites choses là-bas. Et quoique cet ami en particulier, lui, il est resté que 2 ans sur place à Tahiti, Polynésie française Tahiti plus précisément, alors que moi, je suis resté 13 ans. D'accord. Lui, il est rentré assez tôt. Et moi, je suis resté 13 ans, donc je suis resté à Tahiti de 1999, début des années 2000, jusqu'à fin 2012, je suis revenu vers la France et vers l'Algérie. Donc, dans mon parcours de tahitien, dans mon parcours polynésien, j'ai un peu bougé dans les boulots. Pour faire vite, je suis allé travailler dans baptisme, bien sûr, parce que c'était mon boulot de base, même si j'ai fait un peu de restauration, parce que j'avais aussi de l'expérience de la restauration en France, mais principalement dans le bâtiment et l'automatisme. Et j'ai réussi en 2003, donc 3 années après mon arrivée, 3 années et demie après mon arrivée en Polynésie, j'ai réussi à intégrer un bureau d'études qui travaille dans le laboratoire des travaux publics de Polynésie, dans laquelle j'ai eu la chance de voyager sur place en Polynésie. Et j'ai appris tout ce qui était génie civil, construction d'aérodromes, aéroports stériles, on va dire, et de voyager dans les îles à travers ce travail qui était passionnant parce que c'était de la géotechnique, alors que moi j'étais dans l'automatisme. Et donc ça m'a ouvert un petit peu le champ de tout ce qui touche et tout ce qui est lié aux travaux du bâtiment, en fait, du coup, parce que géotechnique, et plus l'expérience du bâtiment que j'avais déjà au préalable, et plus l'expérience en industrie que j'ai pu avoir aussi en France. Ceci étant, avant d'arriver en Algérie, voilà tout ce qui s'est passé. Donc, je suis… Alors, oui, excuse-moi, est-ce que tu peux en fait nous raconter pourquoi tu as décidé en fait de rentrer en Algérie en fait, pourquoi t'as pas fini ta vie à Haïti, ou pourquoi t'es pas revenu en France, pourquoi en fait tu as décidé de rentrer justement en Algérie? Alors justement, oui, alors c'est là que les décisions sont importantes et on voit un petit peu dans quelle direction on a envie d'aller. Il s'est passé plusieurs choses. Donc il y a un concours de circonstances. La première chose, c'est que j'ai eu ma fille. Donc c'est un grand événement de vie. Et donc du coup, au même moment, donc ma fille est née en 2011.
Au même moment, mon père, il a eu sa retraite, qui travaillait en France, il a eu sa retraite en 2010. Et quand mon père a eu sa retraite en 2010, lui, son ambition depuis des années, depuis même des années 90, c'est dès que je prends ma retraite, je vais m'installer en Algérie. D'accord. Donc, ton père, en fait, il était en France. Oui. Et il a pris sa retraite et voulait en fait rentrer en Algérie. Et du coup, en fait, c'était un facteur enfin, c'est un facteur important en fait dans ta décision de rentrer avec lui en Algérie. Exactement, parce que moi, j'avais pas du tout de rentrer en France. Moi, quand j'ai quitté la France, Ouais. j'avais plus envie de retourner vivre en France. Je retournais tous les ans. Je retourne en France, il n'y a aucun souci. Mais je n'avais plus envie de me réinstaller en France. Donc, pour moi, c'était l'occasion de m'installer en Algérie et d'essayer de faire en Algérie avec le papa éventuellement, parce que du coup, c'était une occasion déjà Alors, de créer une. C'était pas une décision, c'était pas une décision assez simple en fait, malgré que ton père voulait s'installer là-bas. T'avais pas des peurs, t'avais pas des craintes. T'as une fille, t'as une responsabilité, t'as une famille, donc voilà, donc un changement d'environnement, etc. Donc comment t'as préparé tout ça en fait? Il y a une certaine préparation avant de prendre cette décision justement en fait. Il y a des facteurs qui ont été déterminants, c'est sûr, par rapport à ma vie, parce que de toute façon, ce que j'avais envie, en fait, pourquoi le facteur déterminant, c'était que ma fille grandisse avec mes parents. D'accord. Donc c'était pour tes enfants en fait. Voilà. Moi, j'avais envie de ça. D'accord. De voir mes enfants loin comme ça, c'était pas évident. De l'autre côté, c'est parce que ma femme est polynésienne du coup. Donc ce que donc du coup bon on a réussi à s'entendre là-dessus et en fait c'était l'occasion de faire grandir mes enfants près de mes parents et l'occasion aussi pour d'être chef d'entreprise parce que je voulais réellement créer quelque chose ici. D'accord. Ça a été la croisée des chemins. De venir seul et de créer toute seule. C'est vrai qu'à l'époque, je pense pas que je l'aurais fait de cette manière. C'était une opportunité et une occasion de le faire. Ça a été pour moi, quelque chose de déterminant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que mon expérience de tahitienne, bon, Tahiti, c'est petit. Je vous raconte un peu. C'est 250 000 habitants répartis sur plein d'îles. Donc, Tahiti, ça représente 150 000, 160 000 habitants. Et j'ai regardé, moi, le marché tahitien et je suis venu en vacances vite fait en 2008-2010, avant mon installation définitive. Et je voyais quand même qu'il y avait du potentiel et un marché algérien. D'accord? Donc, j'avais quand même une idée de préparation avant. Et quand mon père a pris sa retraite, j'avais déjà des idées claires pour l'entreprise que je voulais faire en Algérie. Donc, comment tu as fait ça, en fait, pour avoir une idée claire sur le marché algérien? Tu es rentré avant en Algérie pour tester un petit peu le marché ou tu avais des connaissances, tu avais des partenaires? Non, j'avais rien du tout au niveau de connaissances et partenaires. J'avais une vision. J'avais une vision parce que on voulait intégrer, nous, le système placo-plâtre, le système d'aménagement intérieur, qui était très peu connu à l'époque en 2010. Et donc, l'intérêt pour moi, qui est dans la construction, qui est dans le bâtiment depuis d'années, de me dire, on va pouvoir monter une entreprise, une équipe de réalisation dans un premier temps. Et de fil en aiguille, on a essayé de voir ce qu'on faire. Donc moi, du côté de Remchi, donc on a commencé tout, dès qu'on est arrivé, on s'est équipé, donc un petit fourgon, des outils spécialisés, etc. Et on a commencé à faire de l'aménagement intérieur. Et on s'équipait parce qu'à Remchi, il y avait presque pas de revendeurs. On allait donc s'équiper à Oran et on faisait des petits chantiers à Remchi dans les environs. Et si tu veux, pour la préparation, ça veut dire il y a un marché parce que ce produit n'existe pas, pas trop. Oui. D'accord. On n'aménage pas en placo-plâtre et on a d'isolation en placo-plâtre en Algérie.
Donc, il y a du potentiel. Euh, Pour le... d'accord. Bon, j'ai envie en fait de savoir comment ça s'est passé en fait tes premières semaines en fait. Parce que j'imagine, pour toi, que tu es algérien, donc tu avais un petit peu l'habitude de l'environnement en Algérie, mais ta femme et ta fille, elles n'étaient pas du tout habituées en fait. Comment ça a été passé, comment ça s'est passé pour eux, pour elles en fait, les premières semaines, comment vous êtes adaptés au nouvel environnement, comment vous avez fait en fait pour vivre vos premières semaines en fait. Je pense que du plus simplement du monde, c'est parce que bon, c'est vrai que Ouais, ma femme est très ouverte au niveau de la culture et du contact. Les Polynésiens, c'est des ouais, peuples un peuple qui accueille beaucoup de monde, donc ils ont déjà une vision du ouais, monde en général de toutes les cultures qui ouais, arrivent là-bas. Donc ils ont rencontré déjà pas mal de cultures en étant chez eux. Et donc, elle, c'était son intérêt, c'était de découvrir le monde arabe en particulier avec la langue. ouais. Je peux vous dire qu'elle lit mieux l'arabe que moi aujourd'hui. C'est pour vous dire comme quoi Ah, elle est plus intéressée c'est que. bien ça. Ah oui, oui, oui. Elle a tout de suite pris les bouquins et commencé. Comment elle a appris l'arabe? C'est en Eh ben parlant avec les gens, c'est ça? non, ben c'est surtout au début, c'est la lecture et l'écriture. Et donc, du coup, elle a Ouais, commencé à apprendre l'alphabet et commencé à reprendre. Donc, elle arrive aujourd'hui à déchiffrer, mais si elle comprend pas bien, qu'est-ce que ça veut dire, hein, je dis pas que elle écrit parfaitement, mais au moins elle arrive à lire, et puis après avec phonétiquement, elle arrive à se débrouiller. Donc, c'est une découverte. Je pense que c'est plus l'envie de découvrir et l'envie de partager. Et aucun style d'adaptation par rapport à elle là-dessus. Beaucoup plus de surprise de la part des Algériens de dire ah mais comment ça se fait si tu t'y habitues. Et là c'est vrai qu'on est un peuple quand même qui est assez ouvert, même si bon on est on se demande comment ça se fait qu'on arrive ici en fait, plutôt que de dire mais en fin de compte c'est le plus simplement du monde. Et c'est beaucoup plus problème après surtout pour les étrangers d'avoir vraiment l'autorisation d'installation par rapport à l'immigration. Voilà. Bon, il y a beaucoup une démarche un peu plus particulière en Hongrie, mais d'un point de vue, à partir du moment où on a envie, avait envie dès le départ, et puis ce sont ces mots à l'époque. Hein, je dis si ça va pas, comment ça se passe? Est-ce que et ben si ça va pas, je retourne chez moi. C'était un peu plus simple que ça. Bon, il y avait il fallait qu'il y ait une entente dans le couple, etc. C'est vrai qu'on peut. Donc on était partis ensemble. Je me suis dit bon, de toute façon, si ça va pas, on reviendra ensemble. Et puis bah jusque en aiguille, alhamdoulilah, mon fils est né en 2015, pardon, à Oran, parce que j'ai habité aussi 2 ans à Oran pour suivre un chantier sur Oran. Donc franchement, alhamdoulilah, l'adaptation c'est beaucoup plus, faut la féliciter elle beaucoup plus que moi effectivement par rapport à l'adaptation. Et après voilà quoi donc. D'accord. Donc, est-ce que, en fait, tu as un peu répondu à ma prochaine question, c'est qu'en fait, quelles sont les difficultés en fait que tu as rencontrées au début en fait. Bon, je comprends que tu as eu la difficulté par rapport aux démarches administratives pour la régularisation des papiers de votre femme. Mais après, en fait, quelles sont les autres difficultés, mais justement par rapport à ta vie personnelle et aussi par rapport à ton business, en fait, par rapport à la création de ta boîte, etc. Par rapport à ma vie personnelle, franchement, alhamdoulilah, parce que c'est vrai qu'on était déjà installé dans la maison du filiale, donc c'était très très rapide de faire en sorte de on partait souvent de découvrir un petit peu la région. On a été jusqu'à Béjaïa, jusqu'à Tizi Ouzou, etc. Au fil au fil du temps et de découvrir un petit peu la région. Et effectivement, d'un point de vue professionnel, il y a beaucoup de choses à s'adapter parce qu'effectivement, on n'a pas du tout la même culture de l'entreprise. Et donc, en tant qu'entrepreneur, donc il a fallu que je m'entoure de personnes. Et pour moi, je suis issu de la société donc
J'ai travaillé dans l'industrie, donc c'est très hiérarchique. J'ai travaillé dans le bâtiment, dans un bureau d'études. Donc on est amené quand même à partir du moment où on est intégré dans une société, dans une entreprise, on respecte quand même. Il y a des choses qui sont acquises chez nous. Je veux dire entre guillemets métropolitains, les gens un peu de la diaspora, par rapport à la hiérarchie de l'entreprise, par rapport à l'entreprise elle-même, parce qu'on s'accroche à un travail quelque part. Ouais. En Algérie, on est quand même dans un monde où c'est quand même l'autre, c'est des micro-entreprises, chacun un petit peu pour soi-même. Et c'est ce qui a fait un petit peu le fossé entre ma vision de créer une entreprise, c'est-à-dire de recruter des personnes, et je m'apercevais en fait effectivement que ils étaient s'accrocher à une entreprise, pour eux c'était pas la priorité. Ça a été quelque chose pour moi un petit peu en décalage pour vraiment consolider l'équipe et d'aller vraiment vers des grands projets. Parce que je me retrouvais avec des équipes changeantes, et pour moi le turnover dans une société c'est pas très bon, et il fallait refaire la confiance, la cohésion des équipes, etc. Elle est évidente. À chaque fois qu'on change de chantier, il faut changer d'équipe, ou même à l'intérieur du chantier, il faut prévoir de changer, parce que on peut nous laisser tomber face en Algérie pour un oui, pour un non, pour une mauvaise entente, et c'est un peu ça qui m'a vraiment aujourd'hui, à l'époque, qui m'avait fait bizarre, parce que voilà quoi. C'est à partir du moment où j'embauchais quelqu'un, pour moi j'étais sûr qu'il allait rester minimum 1 année ou 2 ans, de connaître, de s'intégrer à la société et de développer la société en commun, et puis petit de pouvoir faire des projections sur la carrière de la personne, et de faire parce qu'on n'est pas formé. La plupart des personnes que j'ai, ils connaissent pas le métier, ils ont très peu d'expérience dans le domaine, ou dans d'autres domaines, mais c'est pas dans ce domaine-là, etc. Donc j'acceptais tous les profils, et malheureusement tous les 2 mois, tous les 3 mois, obligé de faire du personnel. Et ça a été bizarre au départ, et aujourd'hui je me suis habitué. On va dire que le turnover en Algérie, il est assez important en fait. Il y a pas une stabilité, en fait professionnelle, et du coup en fait les gens arrivent et partent comme ça. Il n'y a pas un engagement par rapport à la société. Exactement. D'accord. Ok. Très bien, très bien. J'ai quelques questions en fait. Il y a des gens qui posent des questions, des participants. Donc il y a Khalbin Hicham qui dit par rapport à l'investissement, est-ce que tu as eu recours en fait après à des prêts bancaires ou autres? Oui, alors l'investissement au départ, il était personnel, juste pour essayer, très très faible, dans le sens où l'achat d'un véhicule, l'achat de matériel, et puis de quoi un local pour exercer l'activité. Et puis donc ensuite j'ai emprunté pour un deuxième véhicule, et après j'ai emprunté encore pour un amateur. Donc par rapport au registre commerce et par rapport à je suis pas à la banque, mais c'est vrai que c'est des taux qui sont un peu élevés. Par contre, l'intérêt, c'est que ils prélèvent tous les 3 mois, donc ça permet de rentrer un petit peu dans les frais. Mais effectivement, dès que l'entreprise a commencé à tourner, j'ai pu emprunter pour acheter du matériel en fait. Pour acheter du matériel. D'accord, très bien. Et donc là, en fait, il y a Hicham Dudou aussi qui se pose des questions. Est-ce que tu as eu des problèmes de paiement? Comment tu faisais pour l'obtention des marchés, etc. Alors, le problème de paiement en Algérie, tu es beaucoup avec surtout le particulier, avec les entreprises. Alors, parce que moi, j'ai travaillé avec le groupe des sociétés Hasnaoui pendant 2 ans et 2 ans et demi, 3 ans. J'ai fait 2 projets avec eux, en fait. Le Riyad à Oran et un autre chantier avec eux sur Canastel. Et avec eux, et avec les sociétés en général, même les petites entreprises avec lesquelles j'ai répondu à un marché
j'ai eu aucun problème de paiement parce que c'est des contrats, parce que ce sont des factures. Et donc, j'ai pas eu de problème, moi, de mon côté. Bon, après, la prestation est assurée. Après, moi aussi, je faisais en sorte que… par contre, il y a toujours un investissement personnel. C'est-à-dire que il faut déjà faire une prestation avant d'être payé. Donc, il y a toujours un sentiment de confiance. Il faut mettre… il faut investir un petit peu 1 mois, voire 2 mois, parce que quand on est en chantier, c'est toujours le premier mois et c'est après le premier mois, ma situation, et le deuxième mois, je suis payé. Donc, j'ai au moins 2 mois d'investissement et faire très, très attention, effectivement, avec quelle entreprise on travaille. Mais moi, de ce côté, j'ai pas eu de problème de paiement. J'ai eu des problèmes de paiement du côté, alors, le petit conseil que je peux donner, c'est vrai que entrepreneur chantier, c'est-à-dire que on n'a pas de contrat rarement. Moi, je faisais des devis parce que c'est mon boulot et j'ai toujours appris comme ça. Et donc, je prestations déjà chiffrées. Et donc, ils avaient beaucoup de mal à essayer de contrer. Mais par contre, ils retirent toujours un petit peu avant. Et ça, ils ont toujours ce vice-là. C'est vrai qu'en Algérie, il y a toujours à la fin, on enlève. Ils sont un peu vicieux là-dessus. C'est ce qui est pas toujours agréable. Et puis, de toute façon, des fois, on se fait coincer et c'est pas évident à comprendre et à gérer au début. Par contre, en magasin, parce que moi, j'ai aussi le magasin de distribution, parce que je vais peut-être bien expliquer la distribution que j'ai montée aussi en parallèle à Remchi. Par contre, en magasin, là, c'est horrible parce qu'effectivement, j'avais l'ambition au démarrage de développer aussi beaucoup de jeunes, parce que beaucoup de jeunes apprenaient ce métier, le plaquiste, poste de BA13, et donc j'avais envie de les aider aussi. J'avais beaucoup, tous sont mes voisins finalement. À Remchi, c'est une petite ville qui est à côté de Tlemcen. Et il y a beaucoup de jeunes avec lesquels j'ai donné de mon temps pour les former, pour leur apprendre un petit peu le boulot. Et puis, je leur ai donné aussi l'occasion d'acheter du matériel de chez moi. Et puis, des petits crédits, on va dire, qui puissent lancer leur premier chantier eux-mêmes, en tant qu'artisans plaquistes. Et je me suis retrouvé comme à ne pas revoir ces gens-là et à ne pas les je suis occupé et à ne pas retrouver mon argent tout de suite après. Ils ont disparu. Donc c'est très problématique. Il faut faire attention. On a envie d'aider et on se rend compte que les gens qui sont vicieux, en fait, ils veulent pas pour très peu, du 3000 dinars. Donc très peu. J'ai des notes de 3000 dinars où les personnes ne sont pas venues. Et puis ça peut monter jusqu'à 30-40 000 dinars d'absence. Ok. Très bien. Merci Abdelkader. Ahmed Bousmoudi pose la question. Avez-vous eu des aides et conseils de la part des autorités lors de votre installation en Algérie? Donc, une fois installé en Algérie, est-ce que tu as eu des aides ou des conseils de la part des autorités? Très, c'est pas évident, les autorités algériennes. En plus, on était dans un cas un peu particulier, comme je disais, ma femme n'étant pas algérienne. On a faire des procédures un petit peu bizarres pour aller qu'elle ait en fait sa carte de résidence. On a mis 3 ans à qu'elle puisse avoir sa carte de résidence. Il y a eu un problème de mariage, on n'était pas mariés, etc. Il a fallu tout régler. Mais les autorités algériennes, le problème, c'est qu'elles t'envoient de bureau en bureau. Elles savent vraiment pas. C'est pas clair. C'est vrai qu'on est encore dans l'absence de cadre. Il faut aller vraiment et chaque cas est particulier, je dirais. Tout existe en fait. On s'aperçoit à la fin que le chemin aurait pu être beaucoup plus court, mais je sais pas. Juste une petite histoire. Le jour où on a été à la police de Tlemcen, parce qu'on s'est dit il va falloir là-bas. On s'est retrouvé dans un bureau pendant 5 minutes à parler avec des personnes qui étaient dans le bureau dans lequel on nous a conseillé d'aller. Et puis pendant 5 minutes à exposer notre histoire. Et puis au bout de 5 minutes, il y a une autre personne qui rentre et les personnes se lèvent
en disant ah bah voilà le responsable du bureau il est là, bah allez-y alors on en est là un petit peu, de dire oui bon c'est bien 20 minutes que je suis en train de leur parler, c'est délicat, c'est très très délicat, tout existe. Je dis pas que c'est impossible. Il y a beaucoup c'est vrai qu'on a un manque de volonté malheureusement de la part des autorités algériennes. Je sais pas pourquoi, alors qu'on pourrait faire les choses de manière beaucoup plus simple. Et on aime bien retarder, on aime bien un petit peu tester notre capacité et notre envie d'aller de l'avant. Tout est réglementé, tout est structuré. C'est juste que les personnes avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on a affaire, peut-être qu'ils te prennent pas au sérieux. Et il y a aussi c'est pas facile, c'est pas facile. D'accord. D'accord. Il y a une autre question de Mohamed Ousmane. Avez-vous utilisé des prestations en matière de sous-traitance en local? Si oui, que pensez-vous de la qualité et le délai? Alors, la première question, pardon? Avez-vous utilisé des prestations en matière de sous-traitance? Est-ce que tu es passé par la sous-traitance en fait pour tes… Oui, je suis passé par la sous-traitance et c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce que c'est des personnes qui sont peu formées. Justement, la deuxième question, c'est que penses-tu en fait de la qualité et le délai en fait? Très compliqué, très compliqué. C'est pareil, c'est toujours faisable. Par contre, il faut bon, en fait, les artisans que j'embauchais, c'est donc quand même, donc c'est sous-traitance avec des prix quand même élevés, c'est de la sous-traitance, très peu équipés, on va dire en matériel, et qualité les délais c'est la même chose. La qualité les délais c'est la même chose. Donc, en fait, il faut les prendre comme si c'était du personnel. C'est de la sous-traitance. Alors pour le conseil dans le bâtiment, c'est de la sous-traitance, mais il faut les prendre comme si c'était notre salarié, et puis d'aller tous les jours les suivre et regarder s'ils sont présents déjà, et puis en même temps de regarder s'ils sont bien et correctement. C'est-à-dire qu'on peut pas sous-traiter et donner un sous-contrat. Parce que on a tellement de boulot aussi, des fois on a tellement de demandes qu'on est obligé de sous-traiter pour avancer. Mais derrière, il faut faire comme si c'était nos employés pour lesquels on va travailler. On peut pas sous-traiter et laisser de revenir tous les 3 jours, c'est trop. Hein. Il faut venir tous les jours, de regarder et de leur donner le boulot qu'il y a à faire la journée et de vérifier s'ils l'ont fait le lendemain correctement, si c'est pas à refaire. Il faut les sous-traitants et puis négocier au maximum avec eux parce que faut être rentable, quoi. D'accord, donc on va essayer de faire un peu court là parce qu'il reste pas mal de questions. Il y a Sihan qui pose la question: comment avez-vous su que votre projet sera rentable en Algérie? Parce que Private Network, études de marché, bouche à oreille, comment tu as su en fait que ça va marcher ton projet en Algérie? C'est par rapport à moi, je savais qu'on allait dans un secteur porteur, la intérieure que je maîtrisais bien. Et l'absence. Justement, comment tu as su que c'est un marché porteur en fait? Parce que tu avais des contacts sur place qui t'ont. D'accord. Donc c'est une bouche à oreille alors. Oui, enfin moi je me suis développé de manière avec publicité internet, page Facebook, etc. Mais c'est surtout bouche à oreille sur place. J'ai ouvert une enseigne aussi sur place. Donc les venais aussi pour me demander de venir faire leur plafond, leur séparation en plaque de plâtre. Mais c'est surtout un marché qui n'existait pas dans l'aménagement. On faisait en 2010, en 2005, 2010 de la maçonnerie et la plaque de plâtre, le plaque au plâtre, il n'était pas beaucoup présent. Et automatiquement, on savait qu'il allait se développer, notamment sur la région Oran, parce que tous les immeubles commençaient à s'équiper en plaque au plâtre et la rapidité de l'exécution, on savait que ça allait se développer. Et c'était un marché porteur déjà. Oui. Après, les calculs des coûts… Les années 2010, on va dire jusqu'à 2018, 2017, c'était un peu l'époque du développement de l'immobilier, donc il y avait pas mal d'opportunités là-dessus en fait. C'est pour ça que ça m'a bien marché pour toi. Il y a une autre question en fait de Hicham: comment avez-vous résolu le problème de la main d'œuvre?
Je l'ai pas résolu. T'as pas résolu. D'accord. Comment t'as fait, alors? Je me suis limité, je l'ai résolu de manière à essayer de perdre le moins d'argent possible, hein, pour être toujours rentable. C'est de me limiter dans mes projets, de faire les projets que de réaliser, et que arrive à un moment donné, c'est nous-mêmes qu'on se fait avoir, parce que nous, si tu veux, si je parle du groupe, c'était Rasnaoui avec lequel j'ai travaillé longtemps. Après, c'était mon identité et réputation qui étaient en jeu, parce que, étant donné qu'il y avait beaucoup de problèmes avec la sous-traitance, il a fallu que je me diminue un petit peu mes ambitions. Je pouvais plus faire 3 logements par semaine, il fallait que j'en fasse un peu moins, et donc limiter un petit peu la casse, et puis de revenir un petit peu à la raison, parce que faire travailler beaucoup de monde, c'était très compliqué, et donc je suis redescendu un petit peu dans mes ambitions, en fait, hein, pour essayer de tout ça, parce que c'est pas facile. Bien. Ça reste pas facile. Mohamed Ali Shaked, Mohamed Ali Shaked pose la question: comment ça se passe administrativement? Donc, comment au niveau de l'administration, comment ça se passe, en fait? De la société? Oui. Alors, on a essayé d'être le moins informel, hein, je vous dis la vérité. C'est pas que j'ai caché, on est obligé un petit peu, parce que le système nous oblige un petit peu à ne pas tout déclarer, sinon on se fait massacrer. Maintenant, c'est pas énorme. On va dire, on a essayé vraiment de rentrer dans la déclaration administrative, mais ça reste évident, parce qu'effectivement, on a monté une SARL, hein, vraiment, hein, on a monté une ARL dans le bâtiment, dans l'aménagement. C'est très voilà, on a des charges tous les mois avec les impôts. Moi, je suis pas. Alors, moi, je me suis entouré de comptables, en fait, parce que j'ai pas d'expérience de comptabilité finance. J'ai beaucoup appris en Algérie dans la comptabilité et la finance. Il a fallu que je m'entoure d'experts comptables dans le coin. De fil en aiguille, d'année en année, on a essayé on a changé plusieurs fois le statut, parce que on a essayé de la réadapter à chaque fois de nos ambitions et de notre avancée. Il faut s'adapter, il faut essayer de limiter la casse. Chaque apprenait, voilà. Je sais pas, administrativement. Oui. Oui, concrètement, en vérité, juste pour faciliter un peu aussi la compréhension, administrativement, ça ne se passe pas vraiment différemment d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut toujours créer un statut d'une entreprise, il faut toujours se déclarer au registre de commerce, il faut toujours se déclarer aux impôts, il faut se déclarer à la CNAS, enfin, l'équivalent, ou la CASNOS, l'équivalent de l'URSSAF. Exactement. En vérité, il faut aussi dire ça, c'est que techniquement, les choses se passent comme ailleurs. Oui. Peut-être avec un peu plus ou moins de difficultés par rapport aux personnes ou à la bureaucratie, mais au fond, on est plus ou moins sur les mêmes types d'organisation, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. On a un registre commerce qui pose de l'installation, un registre commerce qui est dans la vente de détail et de gros, et à partir de là, en fonction, donc la CASNOS la CNAS pour les employés, la CASNOS pour etc. Et donc du coup, voilà, donc il y a tout ça à mettre en place. Moi, on a mis peut-être 6 mois avant la première activité. Il y a, on va dire, entre 4 et 6 mois pour régulariser tous les papiers avant de lancer correctement l'activité. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas commencer l'activité avant et de regarder un petit peu comment ça marche, et d'avancer de manière à régulariser en Algérie. Il n'y a pas de souci. Tout à fait, tout à fait. Ok, on a prévu en fait 45 minutes. Là, en fait, on va laisser. Désolé, je peux pas en fait poser le reste des questions. Je vais laisser un peu de temps en fait à Abdelkader de présenter un petit peu son service et son orientation aujourd'hui en fait par rapport à sa formation qui est
qu'il vient de faire. Oui, Fawzi, tu veux dire quelque chose? Juste un point, c'est-à-dire les questions qui sont posées là, je pense on pourra toujours les repas, enfin, je pense qu'on peut continuer la discussion online sur la plateforme Slack où les gens pourront poser, je pense, des questions et Abdelkader, je pense, se fera, j'espère, j'imagine, avec tout le temps qu'il nous accorde, on va un peu abuser un peu plus, s'il peut aussi répondre derrière au niveau de la plateforme Slack. Aux questions auxquelles on n'aurait pas vraiment pu répondre là dans le timing up. Voilà. Ok, donc très bien. Donc, posez vos questions en fait sur Slack et après Abdelkader, il va pour les poursuivre derrière, justement, pour poursuivre la conversation derrière. Bon. Très bien, merci Fawzi. Abdelkader, oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu peux présenter ton service là en fait dans 5 minutes maximum, comme ça en fait on finit avec ça. Oui, bah écoutez, moi aujourd'hui je suis coach d'affaires également. J'ai passé ma certification l'année dernière. Donc bah je suis si vous avez un projet d'entreprise, notamment en Algérie, de vous accompagner en coaching. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous prenez contact avec moi là-dessus directement ou par la plateforme Slack. Et puis de vous conseiller, de regarder un petit peu le projet. La première chose à faire, c'est déjà d'avoir le projet. Je pense que avant d'entamer un service coaching, déjà moi je tout à fait en parler avec vous de manière gratuitement, justement l'initiative d'Ahmed, avec grand plaisir. S'il y a quelqu'un qui a besoin de parler avec moi directement sans aucun engagement de la part de chacun, juste pour discuter, de voir un petit peu le projet individuellement, ça me fera un très très grand plaisir et c'est pour remercier la plateforme et l'initiative là-dessus. Et puis après, effectivement, s'il y a besoin d'un accompagnement poussé, je suis je serais très très enchanté de vous accompagner là-dessus parce que j'ai les compétences et en plus la certification professionnelle qui le permettent aujourd'hui. Et je me lance effectivement pour comprendre là-dessus. Je me suis lancé après cette initiative entrepreneuriale et cette été. Je me lance aujourd'hui pour la jeunesse algérienne, notamment oranaise, parce que je suis en une formation. Enfin, on a monté une formation pour les entreprises parce que on sent bien que la jeunesse a besoin d'abord d'un encadrement, une formation pour les aider à intégrer tous les paramètres d'entreprise parce qu'on sent bien qu'elles ont besoin de repères en fait. Juste de se connaître, de se reconnaître, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, et puis de les former, de leur apprendre. Alors moi, je suis dans la technique commerciale parce que c'est que j'aime et qui me motive. Et en Algérie, malheureusement, quand on va dans n'importe quel magasin, les gens ils sont un peu moins accueillants que d'autres pays. Moi, j'ai fait les États-Unis. Ils ont fait les États-Unis. Vous connaissez aussi la valeur de l'accueil et même en France, mais surtout les États-Unis, c'est quelque chose, c'est le tips qui nous anime. En Algérie, on est un peu surpris de tout ça et j'ai envie de leur transmettre aussi ces expériences que j'ai et ce que j'ai développé en Algérie parce que ça marche bien. Et je me lance dans la formation pour encadrer ces jeunes-là et c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai dans ce sens s'il y a besoin. J'ai vu une petite question tout à l'heure qui est importante peut-être pour quelqu'un. C'est concernant les enfants et l'éducation des enfants. Plus aller où? C'était en anglais. Écoutez, moi, mes enfants ils sont scolarisés en primaire là aujourd'hui. Donc mon fils est encore en maternelle, dernière classe de matériel cette année. Ma fille est en CE1, CE2 l'année prochaine, en scolaire normal primaire, et elle fait la langue arabe avec un petit peu de français. Et donc très très bien, et elle s'est adaptée parce qu'elle est arrivée aussi très jeune. Donc ça se passe très très bien au niveau de l'éducation et l'adaptation qu'elle a faite. Elle est scolarisée sur le programme algérien? Programme algérien à 100%, aucun problème. D'accord, très bien. C'est pas une école privée en fait. Non, on n'a pas voulu parce que moi je suis pas du tout en langue arabe, donc du coup j'ai préféré qu'elle prenne vraiment la langue arabe scolaire directement. C'est un choix qu'on a fait. Merci pour votre présence et à la prochaine Success Story, Inch'Allah.
Restez connectés avec nous et on va en fait échanger soit via Slack, soit via LinkedIn ou par mail pour vous tenir au courant de de notre prochain webinaire et notre prochaine Algérienne Success Story. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. À la prochaine. Ciao. Au revoir.